Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Il y a eu du nouveau cette semaine dans l'affaire Epstein. Mardi 18 novembre, le Congrès américain a voté pour la publication du dossier éponyme. Cela veut dire que le ministère de la Justice a un mois pour rendre disponible l'intégralité des documents non classifiés qui concernent le financier new-yorkais qu'il a en sa possession. Plus tôt dans la semaine, Donald Trump avait appelé les représentants républicains à voter en faveur de ce texte, arguant que l'embarras était du côté des démocrates et qu'ils n'avaient rien à cacher. C'est désormais chose faite, même si les élus républicains avaient déjà l'intention de voter pour la proposition de loi. Donald Trump a même signé la loi. Du côté des démocrates, on craint les magouilles du clan Trump. En effet, dans le sillage du vote et à la Chambre des représentants, le président américain a demandé à la ministre de la Justice, Pam Bondi, d'ouvrir une enquête sur les relations de certaines personnalités démocrates, dont l'ex-président Bill Clinton. Selon la ministre, cela serait justifié par de nouvelles informations, alors même que son ministère ainsi que le FBI avaient déclaré l'été dernier, en juillet plus précisément, n'avoir découvert aucune nouvelle preuve permettant une poursuite des personnes qui jusque-là n'avaient pas été poursuivies. Même du côté républicain, il faut savoir que la proposition de loi dont on parle vient d'un élu républicain, justement, on craint l'écran de fumée. Ce d'autant plus que le camp républicain, y compris le clan MAGA, est particulièrement divisé sur cette affaire. Bref, un sac de nœuds que nous allons tenter de démêler pour y voir un peu plus clair. Dans le même temps, la police de l'immigration recrute des particuliers moyennant de l'argent et les tensions se font de plus en plus grandes entre les États-Unis d'une part et la Colombie et le Venezuela d'autre part. Doit-on craindre une invasion américaine d'un de ces deux pays ? Doit-on craindre aussi le retour des coups d'État de la CIA, la fameuse doctrine des années 50-60 ? À quoi joue Donald Trump dans sa fuite en avant illibérale ? On parle de tous ces sujets tout de suite dans Du côté de chez Sam. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc en compagnie, comme à chaque fois, de Claire Rabès, consultante et militante démocrate. Bonsoir. Bonsoir. Et de Tristan Cabello, tu es avec nous en visio. Toi, tu es historien. Je rappelle pour ceux qui découvrent l'émission, tu es historien et spécialiste des États-Unis. Bonsoir. Bonsoir. Ça va tous les deux ? Ça va et toi ? Très bien, très ça bien. va, écoute, ça va. On tourne ces émissions en général le vendredi, donc comme un vendredi. Donc je rentre dans le vif du sujet, un sacré affaire que cette affaire Epstein. Est-ce que Donald Trump, je pose la question tout de suite, est-ce que Donald Trump a réellement quelque chose à craindre dans cette histoire, Claire ? Oui, ou politiquement, oui, forcément. On l'a vu d'ailleurs, il a freiné des cas de fer pour cette loi. Il a essayé de bloquer le Congrès ces derniers mois avec Johnson aussi pour essayer de retarder, on va dire, l'échéance. Et là, on voit qu'effectivement, son camp républicain et du coup le Congrès ont fait pression sur Trump et il a changé de position. Il a vraiment fait un U-turn assez incroyable dans le sens où c'est rare ces derniers temps que le Congrès réussisse à mettre la pression sur la présidence de la République, la présidence du coup des États-Unis. Donc oui, c'est sûr qu'il a quelque chose à craindre. Après, ça dépend de quel côté on le voit. C'est-à-dire judiciairement, il n'y a pas forcément de raison qu'il y ait des poursuites de Donald Trump, mais d'un point de vue évidemment politique, c'est là où il y a les craintes de Donald Trump sont réelles. Ouais. Ça va dépendre de beaucoup de choses et on va pouvoir y revenir, mais ça va dépendre aussi de ce qu'on trouve, très clairement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura des nouveautés, des listes de contacts, dans les emails aussi dont on parle beaucoup ? Est-ce que Trump sera nommé précisément ? Qu'est-ce qu'on va réellement trouver pour le mettre en avant et donc lui faire craindre réellement que politiquement ça lui nuise ? Tu vois, qu'est-ce qu'on va vraiment trouver ? Et est-ce que du coup ça va avoir des conséquences en interne, mais aussi au niveau des médias ? Ça dépend encore une fois de ce qu'on trouve. S'il y a des contre-feux, notamment avec d'autres noms qui sortent, chez les démocrates particulièrement, ou même d'autres dans le camp républicain, ça peut l'aider évidemment à faire par feu. Et donc encore une fois, je ne sais pas si
Il est à risque, en tout cas ça c'est sûr, mais je ne sais pas si vraiment ça peut le mettre en danger réellement. Il a réussi déjà à se sortir de nombre de situations dans lesquelles les preuves étaient là. Donc là, effectivement, l'affaire est différente. On va y revenir, notamment par rapport à sa base, comme tu le disais. Mais oui, il y a des risques. Est-ce qu'ils sont modérés, hauts, forts ou faibles? Ça, c'est à voir vraiment en fonction de ce qu'on trouve. Et on sait déjà qu'il a mis en place quelques stratégies pour essayer de se protéger au mieux. Ouais, on va y revenir justement sur ces stratégies. Tristan, toi, tu penses comme Claire? Enfin, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce que Donald Trump pourrait craindre face à cette publication qui imminente du dossier Epstein? Oui, oui, mais moi je suis d'accord avec Claire, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de danger juridique là pour Donald Trump, c'est un danger politique. Alors lui, il parie que les pires révélations sur lui sont déjà sorties ou qu'il pourra les stopper. C'est-à-dire qu'il faut quand même dire qu'il y aura beaucoup d'étapes avant que ces dossiers soient publiés et on va enlever beaucoup d'informations compromettantes. Par exemple, tout ce qui a à voir avec des procès en cours, et il y en a plein, on ne pourra pas révéler ces documents-là. Donc, il ne faut pas croire que voilà, tous les documents vont être publiés en matière brute. Il y aura des choses qui seront rédactées. Et donc, lui, ce qu'il pense, c'est il pense qu'il va pouvoir retourner le scandale contre les démocrates. Et dire, bon, vous voyez, c'est vraiment, et d'ailleurs, il commence déjà à le dire, hein, oui, c'est une affaire de démocrates, ça. Regardez Larry Summers, Bill Clinton, c'était eux les vrais amis de Epstein. Et donc, je pense que c'est cette narration-là qu'il va essayer de mettre en place. Bon, ça va être aussi assez dur hein, pour lui, parce que bon, là, Larry Summers, Bill Clinton, c'est vraiment des figures du passé, des gens qui ont plus vraiment de vie publique. Donc ça va être quand même très difficile. Alors moi, je crois, comme Claire, qu'il craint rien vraiment juridiquement, hein, il est très protégé. Par contre, politiquement, on voit que le camp du Trumpisme, le camp MAGA se désagrège comme ça devant nous, hein. Ouais, on va y revenir plus tard, justement. Mais alors, si quand même, il y a quel intérêt alors oui, il essaie de faire comment dire, de retourner la chose contre les démocrates, mais je veux dire, si s'il y avait quand même des choses entre Trump et Epstein, on sait d'ailleurs qu'en ce moment sur la toile, il y a beaucoup de photos, beaucoup de vidéos de Trump aux soirées d'Epstein, etc., qui tournent, que les démocrates font tourner, que même des militants démocrates font tourner sur la toile, dans la presse aussi. Quel intérêt il aurait eu parce que dans la semaine, il a lui-même appelé les républicains, pardon, à voter favorablement à la proposition de loi à la Chambre des représentants. Quel intérêt il aurait eu de demander aux républicains de voter favorablement à ce texte? Vraiment, moi je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, il a fait un revirement. Pourquoi? Parce qu'il en était obligé sous la pression en fait de sa base notamment et de la base MAGA. Donc en fait, pour moi, il a fait un calcul coût-risque. Et donc, il a arbitré en faveur pour essayer, et Tristan le disait, c'est un narratif qu'il met en place pour essayer de reprendre le contrôle. Et on le voit justement avec la demande qu'il a faite à Pam Bondi, et on va y revenir, mais il essaye de reprendre le contrôle justement, Tristan le disait très bien, entre quel type de document peut sortir, quel outil on peut justement avoir, et donc le département de la justice, le ministère de la justice peut avoir pour regarder ce qui va sortir et arbitrer en fonction, c'est-à-dire changer un petit peu la nature de l'information qui peut sortir. C'est-à-dire qu'en fonction des enquêtes en cours, effectivement, ça peut bloquer les informations. Ensuite, elles peuvent être tronquées, c'est-à-dire on enlève des gros bouts en fonction. Donc, il a très clairement analysé la situation. Il ne pouvait pas s'en sortir. Pour rappel, vraiment, et on en a déjà parlé dans cette émission, mais c'est important de le redire, dans sa base MAGA, il y a un vrai intérêt pour les sujets de pédocriminalité. C'est un sujet majeur pour cette base. Et donc forcément, là, cette affaire Epstein, elle touche directement à ça. Et ils sont extrêmement mobilisés et il se fait dépasser par sa base, notamment sur la toile. Tu le disais, il y a évidemment un activisme démocrate, mais il y a aussi un gros activisme de la part MAGA. Donc il se fait dépasser par tout ce qui passe par Internet, en fait, et il est obligé de réagir parce qu'en fait, encore une fois, c'est pas l'establishment institutionnel, c'est pas le Congrès
Congrès réellement qui, au départ, lui met le plus la pression. C'est vraiment sa base sur Internet et elle a été traduite aussi, évidemment, par les institutions et reprise par les élus républicains, mais qui, eux aussi, ont été en fait poussés par cette base. Et c'est là où on voit de vraies dissensions aujourd'hui, avec d'ailleurs des gens qui s'expriment sur le fait que Trump n'a pas pris justement assez vite ce tournant et n'a pas voulu avoir la transparence qu'il clamait, d'ailleurs, sur cette même affaire pendant sa campagne électorale. Il avait dit qu'il révélerait tout, qu'il sortirait les documents. Finalement, on a bien vu qu'il a essayé de faire sincèrement Une obstruction, quoi. Une obstruction, tout à fait. C'est exactement le mot que je cherchais, merci. Non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, on l'a vu, la technique était assez claire, encore une fois. Il avait refusé d'introniser la démocrate élue à la Chambre en Arizona, justement, parce que c'était la voie supplémentaire pour que la pétition sorte et donc puisse être adoptée par le Congrès. Donc il a bloqué la Chambre aussi pendant 2 mois. Donc très clairement, on a vu là que c'était un revirement. Il ne peut pas le cacher. Mais par contre, il essaye effectivement de reprendre le contrôle avec beaucoup de techniques et d'outils à sa disposition. Tristan, tu penses comme Claire aussi est-ce que pour toi aussi, ce qu'a fait Trump en début de semaine en appelant les républicains à voter pour le texte, c'est le signe qu'il est dépassé par sa base, mais aussi par les autres élus républicains du Congrès? Les 2, ouais, et Claire a tout à fait raison. Il faut vraiment regarder ce qui se passait sur internet là. Et ce que l'on voyait, c'est que dans les sphères MAGA, les sphères QAnon, il y a des podcasteurs, des influenceurs qui commencent vraiment à se détacher de Trump. Et donc là, on a toute une partie de la base MAGA qui commence à le critiquer sur ce sujet de l'affaire Epstein et des transparences sur les élites, quoi. Il faut quand même se rappeler qu'ils ont fait campagne là-dessus. Ils ont dit il y avait des élites qui contrôlent tout, il y a des réseaux pédocriminels, etc. Bon, QAnon, c'était ça, c'est des réseaux pédocriminels, des élites qui se cachent, qui se protègent entre eux. Ils ont fait campagne là-dessus et ça leur revient vraiment comme un boomerang. C'est-à-dire que maintenant, la base se rebelle contre les gens qui les ont formés. Donc ça, c'est très intéressant à voir. C'est-à-dire que vraiment, on se mord la queue là. Les républicains se mordent la queue. Donc c'est très important de dire que c'est en effet la base Trump qui se rebelle et que ça a été matérialisé au niveau institutionnel. On a vu 100 républicains, voilà, qui ont voulu aussi que les dossiers Epstein soient publiés. Donc il y a vraiment une base MAGA qui s'effrite. Marjorie Taylor Greene est vent debout contre Donald Trump. On n'aurait jamais pensé voir ça il y a encore 1 mois ou 2. Donc on voit qu'il y a une base MAGA qui s'effrite sur ce sujet, et c'est un sujet qu'ils ont finalement eux-mêmes mis en avant. Oui, justement, puisque tu embrayes sur la question suivante, Tristan, parce que oui, en début de semaine aussi, parce qu'en fait, il s'est passé beaucoup de choses en début de semaine, que, effectivement, la division du clan MAGA devenait publique, en fait, y compris en France. Il y a eu cette passe d'armes, justement, assez violente entre Trump lui-même et la représentante Marjorie Taylor Greene. Et est-ce que ce dossier Epstein, là je rentre sur de l'analyse un peu plus politique, est-ce que ce dossier Epstein peut sonner le glas du clan Trump, du clan MAGA, enfin en tout cas de son entreprise politique? Oui, en tout cas, il y a un vrai risque là. Tristan le mentionnait bien, mais dans les influenceurs et dans les personnes qui sont importantes dans ce mouvement MAGA, il y a notamment l'affaire autour de Nick Fuentes, qui a quand même déclaré justement sur réseaux sociaux, MAGA est mort. Donc il y a une certaine liberté de parole qui est prise autant par les élus que effectivement par la base et donc les représentants de cette base qui n'existait pas avant. On voit bien que là on est à quasi 1 an justement de Trump numéro 2 et que les langues se délient un petit peu. Il trouve que justement il ne fait pas assez sur la transparence comme il a pu vouloir le dire. On y reviendra, mais il a aussi ouvert d'autres feux, que ce soit à l'étranger, donc il ne s'occuperait pas assez finalement de la politique aux États-Unis. C'est exactement ce que dit Taylor Greene aussi, qu'il ne fait pas assez attention à America First, donc le principe même de MAGA. Trump lui répond que c'est lui l'inventeur de MAGA, donc c'est à lui de définir ce qu'il y a dans MAGA, et c'est lui qui connaît mieux que personne ce mouvement, parce qu'il l'a fait de ses propres mains. On voit aussi la difficulté d'un J.D. Vance à se positionner, puisque dans cette base, très clairement,
enfin Nick Fuentes, on le reprend, mais il y a toute une base autour de lui, en fait, qui a quand même une tendance nazie, mais réellement nazie. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ils se déclarent eux-mêmes pro-nazis, en tout cas favorables à cette idéologie, très très fort contre Israël et contre les Juifs, appelant même du coup à se débarrasser des Juifs. Donc on est vraiment sur la logique nazie de base, avec l'extermination des Juifs. Donc on est vraiment dans une base complètement détachée, là, et un peu en roue libre, dans le sens où ils expriment réellement leur volonté d'une Amérique blanche, avec les actions contre l'immigration, en tout cas, qui les renforcent là-dedans. Il y a toute une partie des jeunes conservateurs qui sont ciblés pour essayer de rejoindre justement ce mouvement. Et on voit d'ailleurs un détachement entre ce mouvement-là, très extrémiste, et le mouvement qui était celui aussi de Turning Point, enfin qui est celui de Turning Point, donc avec Charlie Kirk qui a été assassiné. Donc on voit même des dissensions au sein même de cette base qu'on ne voyait pas avant, en tout cas qui n'étaient pas aussi visibles et aussi défendues, audibles, on va dire, c'est-à-dire exprimées réellement. Donc oui, il y a un vrai risque de délitement de sa base et justement les répercussions aussi sur la base institutionnelle qui l'entoure. Et donc on voit justement une liberté de parole de plus en plus critique au niveau des républicains. Donc c'est tout un enchevêtrement en fait de niveaux et de tactiques aussi d'influence qui se met en place au niveau MAGA. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a aussi 2028 qui arrive. Je parlais de J. Evans avec sa femme indienne qui a du mal à se positionner du coup sur des discours très racistes. Donc il y a la course à l'échalote de post-2028 et post-Trump. Ouais, mais en attendant, on est à un an des midterms, mais on y reviendra aussi après, on posera la question là-dessus. Mais Tristan, toi, parce que c'est vrai que là, on parle de MAGA, mais à l'échelle des républicains tout entiers, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais la proposition de loi sur la publication de ce dossier Epstein vient d'un représentant républicain, Thomas Massie. Quelles conséquences cette affaire Epstein pourrait avoir sur le parti républicain tout entier? Et est-ce même, j'ai envie de poser la question de façon, j'avais pas prévu de la poser comme ça, mais je vais y aller. Est-ce qu'il y a dans toute la partie institutionnelle du parti républicain, il n'y a pas là peut-être aussi l'occasion de se débarrasser de Donald Trump avec cette histoire d'Epstein? Mais oui, mais c'est-à-dire on dit souvent que le Parti démocrate, c'est un parti divisé entre son aile gauche, et puis son aile plus modérée, genre Kamala Harris-Biden. Bon, le Parti républicain est encore plus divisé. C'est-à-dire que même à l'intérieur de MAGA, il y a des chapelles qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et ça, on l'a vu depuis le début du mandat Trump. On l'a vu, ils se sont écharpés sur le Big Beautiful Bill, le projet de budget. Ils se sont écharpés sur, il faut bien le dire, sur la question de Gaza aussi. Et puis là, il y a des tensions aussi sur Epstein. Donc, on a des groupes là qui n'ont pas la même idéologie. On a des groupes qui sont dans des guerres d'influence à l'intérieur du parti républicain. Ce sont des guerres d'influence qui sont assez rudes. Et il y a une guerre d'influence qui est tout au top, et j'ai envie de dire dans le duopole qui est à la tête des États-Unis, c'est entre J.D. Vance et Donald Trump. C'est-à-dire, ce sont pas aussi des gens là qui ont vraiment la même idéologie. Et puis on sait que Donald Trump ne pourra certainement pas se représenter, rien n'est encore sûr, et que ce serait normalement J.D. Vance qui devrait prendre le relais. Donc là, on voit qu'il y a vraiment de grandes tensions dans ce parti républicain. C'est des tensions qui sont de plus en plus visibles, vraiment encore Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie, ça c'est quand même des gens qui sont très proches de Trump, et on voit que ça s'effrite déjà, et puis on voit les mots durs quand même qui sont partagés par Marjorie Taylor Greene, c'est-à-dire elle se fait quand même appeler, Donald Trump la traite de traître, et elle dit qu'elle a été utilisée. Bon, ça, c'est des gens qui ont été quand même au centre du dispositif, et on voit que ça éclate. On voit que ça éclate parce qu'il y a des guerres, pas seulement d'ego, mais il y a vraiment des guerres politiques, des guerres idéologiques. Donc il faut garder ça en tête, c'est-à-dire que certes, en face, on a un clan qui est éclaté, mais qui comparait finalement au camp MAGA. On dit souvent le camp MAGA est vraiment uni derrière Trump. C'est pas vrai. C'est-à-dire le camp MAGA est vraiment très éclaté. On a voilà des égos qui sont très différents, et puis surtout on a des lignes politiques sur lesquelles il faudra trancher. Euh, c'est vrai que dans le même temps, enfin dans la foulée du vote, Donald Trump a demandé à sa ministre de la Justice,
on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Pam Bondi, d'ouvrir une enquête contre des personnalités démocrates qui auraient été en lien avec le financier Jeffrey Epstein. Mais même les élus républicains sont agacés par cette réaction. Ils parlent eux-mêmes d'écran de fumée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je commence par toi, Claire. Oui, effectivement, là, écran de fumée, on voit bien qu'encore une fois, au niveau de ses alliés républicains, il y a une vraie angoisse qu'on trouve tous les outils nécessaires au sein du ministère de la Justice pour bloquer certaines informations ou diluer, en tout cas, la portée des informations qui pourraient sortir. Et donc, il y a un contrôle politique sur la justice qui, alors, évidemment, n'est pas nouveau au sein des États-Unis. Elle fait partie de l'exécutif, de toute façon, Pam Bondi, mais il y a quand même normalement, justement, en tant qu'attorney general, de séparation des pouvoirs qui, là, avec Trump, est de toute façon très, très flou. Donc, oui, très clairement, écran de fumée. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, mais les informations peuvent être tronquées si les enquêtes sont en cours, si ça concerne des abus sur des enfants, si, du coup, et évidemment, le point de l'enquête, c'est que ça peut toucher de plus en plus de documents qui ne seraient donc pas révélés. S'il y en a un qui, donc c'est Bill Clinton, effectivement, on en parlait, et Tristan pointait quelque chose tout à l'heure, c'était que ces personnalités démocrates, elles sont quand même vieillissantes, très vieillissantes, et donc, effectivement, il y a... on voit que c'est quand même un outil qui est un peu trouvé à l'arrache, si je peux me permettre l'expression. En tout cas, on a essayé de vraiment penser à tout pour essayer de bloquer les informations qui peuvent sortir. Et c'est d'ailleurs le républicain qui est donc le chef de la majorité au Sénat, qui a bien rappelé que, attention, ils avaient 30 jours pour sortir donc les documents, que, attention, le ministère de la Justice devait être pleinement mobilisé pour faire la lumière sur toute cette affaire. Donc, très clairement, les élus républicains voient très bien le jeu qu'est en train de mener Trump. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi eu des antécédents. C'était en 2008, l'attorney general de cette époque avait décidé de poursuivre Epstein seulement pour prostitution et non pas pour justement pédocriminalité, ce qui a été le cas en 2019. Ce qui fait que pendant très longtemps, donc pendant 11 ans, il n'a pas été poursuivi avec les charges maximales et donc forcément il est un peu passé outre les fourches codines de la justice. Donc tout autour de cette affaire qui traîne, on le rappelle pas assez, mais qui traîne depuis des années en fait et donc des décennies, en l'occurrence, on n'en parle pas assez du fait que les élus ont vraiment envie de transparence sur ce dossier, parce qu'encore une fois, c'est important, on en a parlé de la base MAGA, mais on sait très bien que ces affaires de pédocriminalité sont structurantes aux États-Unis, dans le sens où c'est vraiment un sujet extrêmement important, repris par l'ensemble des médias, avec d'ailleurs un certain consensus intra-parti. Et cette loi est bipartisane, on en parlait lors de la dernière émission, le bipartisanship a quand même du plomb dans l'aile aux États-Unis, et là on retrouve quand même un certain consensus démocrate et républicain pour faire la lumière sur cette affaire. Ok. Tristan, est-ce que pour toi cette stratégie trumpienne de l'écran de fumée, justement, c'est une stratégie bien ficelée, ou est-ce que c'est plutôt le symptôme d'un homme au pied du mur ? C'est plutôt, je pense, le symptôme d'un homme au pied du mur. Je rebondis sur ce que Claire vient de dire. Je crois qu'il y a quelque chose vraiment de très important à rappeler là dans cette affaire, parce que moi je vois beaucoup aussi sur les plateaux de télévision, aussi bien aux États-Unis qu'en France. On rigole beaucoup, c'est une affaire, les gens s'amusent, pensent que c'est un peu entertaining, divertissant. Bon, on n'est pas du tout dans une affaire de partie fine là. On n'est pas du tout là-dedans. C'est une affaire pédocriminelle. On est dans autre chose, quoi. C'est quelque chose qui est complètement différent. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le rappeler, parce que c'est pour ça que ça en fait une affaire explosive pour Donald Trump. C'est-à-dire, c'est pas les autres affaires avec Stormy Daniels, c'est pas les autres affaires de pot de vin, etc. Là, on est dans une affaire pédocriminelle. C'est-à-dire, il y avait des gamines, des enfants qui avaient 14 ans dans cette affaire. Donc c'est vraiment explosif. Et puis voilà, on est dans un pays, mais bon, en France, ça aurait le même retentissement. On est dans un pays où ce genre d'affaire est vraiment explosive. Puis deuxièmement,
quand même parler de Pam Bondi. Bon, Pam Bondi, elle connaît Trump depuis des années. On a des photos d'elle où elle est très jeune. Elle est littéralement assise sur les genoux de Trump. Donc qu'est-ce qu'elle sait, elle? À quel point elle était dans cette affaire? Qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce qu'elle sait des Epstein? À quel point elle a aussi beaucoup de choses à perdre? Ben rien n'est moins sûr. On ne sait pas. Donc il faut quand même. C'est une affaire qui est tentaculaire. Je pense que c'est pour ça que Donald Trump n'a pas voulu publier les papiers au départ, et que là ils vont essayer de minimiser les dégâts, mais qu'il va y avoir bien évidemment Là on voit juste avec quelques emails qui ont été publiés. On voit déjà que Larry Summers, ne fait plus met un arrêt à sa vie publique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces papiers? Alors bien évidemment, Bill Clinton, mais par ricochet, Bill Clinton, c'est vraiment quelqu'un du passé, c'est un vieux monsieur maintenant. Mais Hillary Clinton, par exemple, Hillary Clinton, elle a encore une vie publique. Est-ce qu'elle, elle va être éclaboussée par cette affaire? C'est vraiment une affaire tentaculaire. C'est le milieu de la finance, c'est le milieu du showbiz, c'est le milieu aussi de la politique, aussi bien des républicains que des démocrates. Et moi, je crois que ça, au niveau politique, il y aura des répercussions dans les deux camps, et ça va encore nourrir, voilà, cette idée du tous pourri. Ça peut être, bien évidemment, une grande opportunité pour la gauche du parti démocrate, et de se dire, bah, nous, on n'a pas trempé là-dedans, et on peut proposer autre chose. En tout cas, ça va. C'est vrai, c'est vraiment. Il y a tellement de couches à cette affaire, et c'est quelque chose qui va vraiment éclabousser beaucoup de milieux aux États-Unis. Ouais. Euh, 30 jours pour publier ce dossier. Évidemment que le ministère de la Justice est obligé de le faire. Qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais, d'aventure, Donald Trump s'amusait à, encore une fois, faire obstruction et essayer de gratter des jours supplémentaires, ou en tout cas venait à ne pas respecter les délais de 30 jours? Ouais. Ce qui, vu le personnage et vu le caractère, est plausible. Oui, tout à fait. Et tu pointes du doigt quelque chose aussi qui est un peu un des manquements de cette loi, dans le sens où justement les conséquences réelles et de l'absence de publication de l'ensemble des documents ou justement de documents partiels, les conséquences ne sont pas très claires. Les peines encourues, etc., d'entrave, c'est pas extrêmement clair dans cette loi, c'est pas précisé, ils sont pas allés jusque-là. Donc oui, bien sûr, ça reste quand même un des points très flous, tu as raison. Là, encore une fois, le point central, c'est pas tant ce qui risque en termes de procédure, on va dire, mais vraiment politiquement, il est vraiment très regardé là. Pour le fait que ce soit quand même le représentant de la majorité du Sénat qui prenne la parole, donc du coup, et qui le dit, faites attention au ministère, don't bury them, donc n'enterrez pas ces documents, on sera très vigilant. Il y a quand même quelque chose de spécifique là dans le contrôle qui est en train d'être mis en place sur cette affaire, pour diverses raisons, comme le rappelait d'ailleurs Tristan. Mais il y a aussi un enjeu de pouvoir là, très clairement, vis-à-vis de Trump directement et de la surenchère qu'il a lui-même mis en place, effectivement, puisque les autres aussi sont dans la surenchère aujourd'hui et surtout voient bien, les ficelles sont très grosses là. C'est-à-dire qu'il n'a pas tant finalement d'outils à sa disposition. Il en a encore une fois beaucoup pour essayer d'entraver, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont très visibles. Donc, évidemment, c'est pour ça qu'il essaye d'avoir des contre-feux sur d'autres affaires, donc la politique étrangère, l'Ukraine, etc. D'essayer de revenir sur son agenda d'affordability et d'essayer de parler aux Américains sur d'autres sujets. Mais clairement, il n'y arrive pas parce que justement, les ficelles sont trop grosses. Ouais. Moi, je me posais la question quand même, est-ce que tout ça, c'est vrai que là, on a parlé brièvement des démocrates et de la gauche du Parti démocrate. C'est vrai que tout ça a l'air de concerner un petit peu les vieux de la vieille de la politique américaine, donc tous ces gens qui sont effectivement de la génération de Joe Biden, Hillary Clinton, Bill Clinton, Larry Summers, etc. Mais à quel moment, justement, à quel niveau, parce qu'on peut pas... Chaque fois, j'ai toujours une question là-dessus. On est à 1 an des midterms, à un moment donné, ça va arriver, les élections de mi-mandat. À quel niveau ça peut avoir un impact sur l'establishment politique américaine? À quel point ça peut faire un peu un effet domino et donc
peut-être un peu tous les faire tomber et bah, à quel moment, jusqu'à où ça peut provoquer un renouvellement du personnel politique américain et est-ce que la gauche du Parti démocrate peut tirer ses marrons du feu de cette situation? C'était pour toi. Ouais, c'est pour moi. Alors, oui, effectivement, encore une fois, c'est ce que je disais au tout début, ça dépend de ce qui sort. Vraiment, ça dépend des noms qui sortent, des ramifications du coup des noms. Est-ce que ça a été, par exemple, telle personne serait un peu le parrain d'une autre personnalité politique? Globalement, ça va être vraiment tous les liens entre eux et entre démocrates et républicains. Ouais. Puisqu'ils sont quand même très proches, n'oublions pas, hein, Trump, il était invité aux fêtes des Clinton. Enfin, on a cette proximité et on parle, Tristan le rappelait tout à l'heure, mais du New York des années 90, de la finance, donc de ce mélange des genres absolus dans cette période très faste, quand même. Donc, évidemment, ça va dépendre de ce qui sort, très, très sincèrement, mais ça va mettre un coup de pied, je rejoins Tristan totalement là-dessus, dans la fourmilière. Et les jeunes, la jeune garde, hein, on parlait de Mamdani la dernière fois, n'oublions pas qu'il a que 32 ans, donc très clairement, les années 90, il était enfant, il était tout petit, donc forcément, il va être en dehors de tout ça. Pareil qu'une Ocasio-Cortez d'ailleurs, enfin peu importe. Donc oui, il y a quelque chose à structurer au niveau d'une éthique, je crois, de comment on fait de la politique, comment aussi on est transparent dans les relations que l'on a, justement avec le milieu de la finance, etc. Et ça, les DSA, donc les socialistes démocrates, le représentent assez bien. Et effectivement, ils pourraient être assez intelligents, je suis sûre qu'ils le seront, en tout cas je l'espère, pour mettre cela en avant. Et ensuite, pour moi, ce qui va être aussi vraiment, et on le pointait du doigt, on en a parlé, mais ce qui va être intéressant de voir, c'est comment ça va empower, en fait, ça va encapaciter la base républicaine à s'opposer à Trump, à J. Vance, etc., mais au pouvoir en place de la Maison-Blanche, qui est quand même très large aujourd'hui. Et on voit que justement, il y a certains élus, et donc on en parlait un peu avant l'émission, là, mais par exemple en Indiana, donc dans l'État de l'Indiana, il y a un député, un sénateur, pardon, républicain, donc au niveau du Sénat de l'État, qui s'oppose à la politique de Trump sur le redistricting, donc sur le redécoupage de la carte électorale, et qui le fait fermement et malgré beaucoup de pression de la Maison-Blanche elle-même, de deux déplacements de J.D. Vance, etc. Pourquoi? Pour les midterms. Donc, qui répond à ta question tout à l'heure aussi. C'est ce qu'il avait essayé de faire déjà en Californie. Exactement. Mais donc, en fait, peut-être que peu à peu, en fait, le fait que Trump perde de la couleur politique, hein, et de son pouvoir, puisqu'on voit que la guerre, encore une fois, pardon, est déclarée éventuellement aussi pour sa succession, puisqu'on est effectivement un peu dans le flou de ce qui peut se passer en 2028, mais il y a une guerre de pouvoir, très clairement, et on l'a vu aussi, on en a parlé pour les bases. Donc peut-être que ces élus vont se retrouver un peu plus nombreux à dire moi je ne suis pas d'accord, je pense que ça, on ne devrait pas le faire comme ça, etc. Et retrouver encore une fois une forme d'éthique dans faire de la politique, puisque là, l'opinion publique sur cette affaire, elle est très clairement favorable à la transparence, encore une fois. Donc ça dit beaucoup de choses de comment on fait de la politique de nouveau, et ce que Trump, jusque-là, a complètement renversé en étant dans le mensonge, dans la calomnie, dans les insultes, etc., etc. Donc de mettre un climat complètement de fumée, justement, sur comment on faisait de la politique un peu respectueuse, peut-être un peu plus en tout cas avant. Ouais. Tristan, toi, comment tu penses que la jeune garde politique américaine, comme dit Claire, pourra tirer ses marrons du feu de cette situation, de ce qui se passe en ce moment? Oui, je crois que c'est une accumulation vraiment de beaucoup de choses, hein. Je pense que vraiment cette affaire Epstein pour Donald Trump, peu importe finalement ce qui sort, est-ce qu'il va y avoir des choses compromettantes pour lui ou est-ce qu'ils vont finalement rédacter, enlever des choses compromettantes? Bon, c'est perdant-perdant pour lui. C'est-à-dire que ça alimentera toujours le soupçon et le détachement d'une partie de sa base. Bon, il y a eu une accumulation de choses là, qui est arrivée dans les 6 derniers mois, hein, dans la dernière année, avec cette année Trump et puis les dernières victoires qui sont arrivées il y a quelques semaines ici à New York et puis dans le New Jersey, en Virginie, qui changent un peu la donne. Et ce que l'on voit, c'est que en effet, les midterms
vont être un grand moment de renouvellement. Moi, j'ai jamais vu ça depuis que je suis la politique américaine. On nous dit qu'il y a à peu près 40% des démocrates qui vont être renouvelés donc au midterm, qui font face à une primaire. Et ce que l'on voit vraiment partout dans les États-Unis, c'est qu'il y a des candidatures qui, juste après Mamdani, eh bien se proposent, un peu dans cette vibe-là, c'est-à-dire la vibe du DSL, la vibe Democratic Socialist, c'est-à-dire, des gens qui sont, à la fois bien évidemment contre Trump, mais aussi contre l'establishment, démocrate. Là, on voit qu'il y a à peu près 30 à 40% des démocrates qui sont face, à un challenger, et pas des moindres, parce que je te rappelle quand même que Hakeem Jeffries, par exemple, le chef de la minorité, démocrate au Congrès, eh bien, il va avoir face à lui, Chiose, qui est un conseiller municipal de New York, qui se présente certainement sur la bannière DSA, et qui essaye d'avoir son poste. Même chose, par exemple, tu vois, dans mon district, là, le district de Harlem, j'apprends hier que notre député, qui n'est pas le pire d'entre eux, qui s'appelle Espaillat, Andrew Espaillat, eh bien, là aussi, il y aura une primaire contre lui, et c'est un profil à la Mamdani qui se présente, c'est-à-dire anti-génocide, Medicare for All, qui ne prend pas d'argent de AIPAC, qui a que des petits donateurs. Elle est jeune, elle est afro-latina, elle fait partie des mouvements contre la guerre à Gaza, écologistes, etc. Donc des activistes, des jeunes qui vraiment essayent de challenger la vieille garde du Parti démocrate. Donc, les primaires et les midterms qui vont arriver, il va vraiment avoir un renouvellement, non seulement des générations, mais aussi des options politiques. Alors moi, je me focalise souvent sur les démocrates, hein, parce que c'est vraiment mes axes de recherche, mais ça va pouvoir aussi certainement arriver du côté républicain. Et côté républicain, comme on l'a dit avant, il y a aussi des challengers qui se manifestent. Donc on est vraiment dans un grand moment de recomposition politique. L'affaire Epstein là va accélérer le tout. Mais moi je crois que vraiment aussi la victoire de Mamdani a catalysé quelque chose chez ces jeunes Américains qui sont issus de la diversité, qui sont plutôt à gauche, qui sont plutôt écologistes et qui essaient aussi de s'opposer à la vieille garde du Parti démocrate. Ok, merci beaucoup tous les deux. On va maintenant passer à tout autre sujet et questionner la politique étrangère de Donald Trump, et notamment en Amérique du Sud, en Colombie et au Venezuela. On pourra justement répondre à la question, à savoir si ça aussi, c'est pas un autre écran de fumée qui essaye de masquer un petit peu les déboires qu'il subit sur le plan national. Mais en tout cas, le comportement de l'administration Trump se fait de plus en plus belliqueux à l'égard de ces deux pays, hein, donc la Colombie et le Venezuela. Surtout à l'égard du Venezuela, le point commun des deux pays, c'est qu'ils sont gouvernés par la gauche, hein, Pedro Castillo en Colombie et Nicolás Maduro au Venezuela. Alors, pour une version plus autoritaire au Venezuela, il est vrai. Des navires sont attaqués par les Américains au large du Venezuela. Dimanche dernier, le secrétaire à l'armée américaine, Dan Driscoll, a déclaré que les forces armées américaines étaient prêtes à intervenir. À côté de sa politique internationale, il y a aussi sa politique migratoire. On va aussi en dire un petit mot parce que elle se fait elle aussi de plus en plus agressive, n'hésitant pas déjà, on le savait, à appeler à la délation. Et on a appris aussi que ICE, donc cette police de l'immigration américaine, recrutait parmi les particuliers contre 300 € par tête, j'imagine, d'immigrés attrapés. On va commencer par la lutte, par la politique internationale. Si Donald Trump justifie tout ce qu'il a fait par la lutte contre le narcotrafic, on a quand même l'impression, là, Tristan, je vais me tourner d'abord vers toi en tant qu'historien, on a l'impression de voir revenir un petit peu, en tout cas c'est ce qu'on craint, des vieilles doctrines américaines en Amérique du Sud. Comment tu vois ça, toi ? Bah, bien évidemment, hein, et puis c'est le retour de la destinée manifeste, version drogue, narcotrafic. Alors, ben, comme d'habitude avec Trump, bon, on peut penser bien évidemment que c'est un écran de fumée. C'est un écran de fumée, encore une fois, qui déstabilise grandement la région. Enfin, il faut quand même savoir que là, en ce moment, on a, je crois, 70% de la flotte américaine qui est stationnée dans les Caraïbes, dans les Antilles, pour une potentielle attaque vers le Venezuela.
Et puis voilà, ça déstabilise aussi finalement à l'intérieur, parce que c'est très lié finalement à l'immigration. Enfin, il y a des gens qui se font accoster dans la rue, qui se font voilà parce qu'ils sont latinos et qui sont alliés, qui sont liés dans l'imaginaire populaire au narcotrafic. Donc il y a vraiment beaucoup de connexion là et c'est vraiment pour moi un écran de fumée, c'est vraiment le retour du Far West, le retour de la destinée manifeste de la doctrine Monroe, mais vraiment version narcotrafic. Ça se base un peu sur rien. Il y a quand même des gens qui se sont élevés, et des voix qui se sont élevées contre ces attaques ces attaques de navires complètement random. On ne sait pas très bien pourquoi ces gens ont été attaqués. Mais ce que je vois aussi souvent quand même dans la population américaine, ce que l'on voit, c'est une grande fatigue face à ces guerres, face à ces attaques. Si tu veux, le America First, c'est pas que chez les républicains, c'est aussi chez beaucoup de gens de gauche, de démocrates, des gens qui rament au jour le jour et qui se disent, bah, tiens, on a beaucoup d'argent à dépenser dans nos affaires militaires et finalement, on n'a pas beaucoup d'argent à donner lorsqu'il s'agit de faire du social à la maison. Donc vraiment, moi je vois que c'est un écran de fumée, c'est un écran de fumée qui a beaucoup de ramifications, mais aussi qui est, qui est finalement peu apprécié par la population américaine en général. Claire, toi, comment tu vois ça est-ce que toi aussi tu vois un peu cette résurgence de la vieille doctrine Monroe que vient d'évoquer Tristan? Oui, tout à fait, complètement. Enfin, et évidemment, ça le sert aussi sur sa politique interne, on en a parlé, mais il y a aussi un jeu qui se met en place et qui déstabilise la région. Je crois que c'était vraiment important ce qu'a dit Tristan là. Il faut voir qu'on a évidemment, il le fait. Donc pour ne pas avoir cette doctrine Monroe, donc d'influence hostile dans le monde occidental, donc en gros dans le monde qui entoure les États-Unis et dans le monde tout court en fait, hein, selon un peu les États-Unis. Mais évidemment là en Amérique latine, on sait que c'est quand même une zone d'influence américaine très forte. Hein, on va pas revenir, mais on sait très bien, on a le Chili, on a le Nicaragua, on a une politique l'Argentine avec Milei et puis les 40 milliards qu'il a Qu'il a injecté en liquidité. Exactement, ouais. oui. Voilà, exactement. Il y a quelques semaines. Exactement. Donc, on garde cette influence américaine sur le territoire de l'Amérique latine, très clairement. C'était en contradiction, c'était Carter à l'époque qui avait remis aussi le canal du Panama, mais là via de la diplomatie, etc. Donc des rapports d'égo à égo, on n'est plus du tout là-dedans et ça fait déjà évidemment quelques décennies après Carter. Donc oui, c'est une zone d'influence aussi parce qu'il y a les Russes. Hein, et puis il y a la Chine aussi un petit peu. Il y a la Chine un petit peu. Alors la Chine, elle est principalement sur des enjeux économiques. Oui, mais elle est quand même là. Elle est très présente Et ça agace beaucoup Donald Trump. Et c'est une des raisons, très clairement, c'est là où je veux en venir, tu as raison. Mais il y a aussi une présence militaire, autant aussi de la Russie que de l'Iran, qui arme notamment du coup le Venezuela. Donc là, en plus, on ne sait pas exactement ce que l'escalade pourrait donner. Donc évidemment, il y a une volonté de Trump de montrer et d'être dans la démonstration de puissance, mais aussi vis-à-vis, encore une fois, des autres puissances, des grandes puissances étrangères, de marquer le territoire, puisque n'oublions pas qu'il a aussi un peu ce délire de je fais la paix, et donc là, maintenant, parce que pour lui, c'est une façon de faire la paix contre le narcotrafic. Bon, tout est relatif. On a l'impression que ce narcotrafic, c'est un prétexte. Parce que tout à l'heure, Tristan disait doctrine Monroe version narcotrafic, mais on a l'impression que c'est un prétexte. Est-ce que finalement, on doit pas... C'est pour ça que je posais la question sous forme de problématique, mais est-ce qu'on ne doit pas craindre je sais pas, de toute façon, on le craint déjà qu'il y ait une invasion, parce qu'il se planait le doute là-dessus, mais ou alors, si c'est pas une invasion, le retour des coups d'État de la CIA à l'ancienne, pour faire tomber les deux dernières têtes de gauche qui restent en Amérique du Sud et qui gênent encore Donald Trump. Oui, non, mais tu as tout à fait raison. L'invasion est aujourd'hui peu probable, mais bon, c'est vrai qu'avec Trump, on ne sait jamais. C'est plutôt aussi prendre le contrôle sur des intérêts comme pétroliers, notamment. Hein. Justement, il a cassé des contrats que l'administration Biden avait mis en place, donc des licences d'exploitation. Donc ça veut dire que, très clairement, économiquement, il y a un impact dans ce qu'il fait. Il a aussi bloqué justement des approvisionnements par la compagnie pétrolière étatique. Donc,
Bon, clairement, il joue son jeu. Le narcotrafic permet de remettre la main, encore une fois, sur du pétrole, hein, donc Ouais. à partir de là, enfin, il y a quand même une politique importante et notamment aussi sur l'immigration avec, des accords éventuels à négocier sur de la réadmission, pardon, de migrants. Donc Mmh. derrière ça et derrière le narcotrafic, lui, il met des choses assez concrètes. Ouais. Donc très clairement, c'est un écran de fumée, mais il y a aussi une volonté, bah, de reprendre, la main, clairement, en tout cas, d'avoir une influence réelle. Mais il est très critiqué pour ça, à la maison, Tristan l'a redit, par des députés. On parlait de Taylor Greene aussi tout à l'heure. Donc des élus, pardon, mais aussi évidemment par la population qui n'est absolument pas en accord avec la politique menée, aussi parce qu'ils ne sont pas en accord avec le rôle des États-Unis à travers ça, effectivement. Ouais. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure on parlait de surenchère. Sur cette question-là, il y a quand même 6 élus démocrates qui sont montés au créneau et c'est pas n'importe lesquels parce que ces 6 élus en question sont d'anciens soit conservis dans les services secrets, soit dans l'armée carrément. Et ils ont appelé l'armée à désobéir à Donald Trump. Et Trump a carrément agité la menace de la peine de mort sur ces gars-là. À quoi ils jouent pour aller aussi loin comme ça dans le... Parce que je me passe... Passez-moi l'expression, mais c'est... What the fuck, ce truc? Tu me regardes. Oui, oui, je te regarde. Oui, bah, notamment Ruben Gallego, qui est sénateur en Arizona, donc, dont j'avais fait la campagne, et s'est exprimé ainsi. Oui, enfin, ils se sont quand même exprimés sur un truc bien précis, c'est-à-dire que ne pas suivre d'ordres qui seraient illégaux. Donc on n'est pas sur l'armée contre le pouvoir, hein. On est sur effectivement des ordres qui seraient justement de nature à transgresser la Constitution. C'est tout de même dans ce contexte Bien sûr. d'agression, Mais ce que je veux dire, c'est que d'intimidation du Venezuela qu'ils ont ah, parlé. bien sûr, tout à fait. C'est- Mais justement, c'est ce que je veux dire, c'est que eux n'étaient que dans le rappel d'une, évidemment, pour mettre le jeu politique au centre, mais n'étaient quand même comme dans le rappel d'une règle basique sur lequel, du coup, Trump surréagit en menaçant de sédition, enfin, en accusant ça de sédition, et donc avec pour conséquence la peine de mort. Donc on est dans la surenchère effectivement pour essayer de remettre du sens en fait dans le fait dans ce qu'il fait en Amérique latine là. Il remet du sens en remettant un jeu politique entre les républicains et les démocrates. Donc il essaye encore une fois de se faire la victime des agressions et du complot démocrate contre le pouvoir, le fait que les démocrates feraient tout pour que justement les MAGA, etc., ne soient pas représentés par le pouvoir que représente Trump. Et donc, à mon sens, en tout cas, cette sortie de route pour nous, parce qu'on trouve ça complètement incroyable qu'il puisse sortir quelque chose comme ça, eh ben, c'est le fameux «j'attaque pour me défendre» hein, de Trump. On n'est pas dans autre chose, là, on est dans une technique tout à fait connue et éprouvée par Donald Trump de remettre, encore une fois, du conflit avec les démocrates pour se dire champion, justement, de la lutte contre le narcotrafic, de champion de la paix dans le monde, champion au niveau de la défense des Américains et des intérêts américains, etc. etc. Ouais. Comment tu analyses cette surenchère, toi, Tristan? Justement, cette surenchère un peu, si je puis dire, illibérale et fascisante à l'endroit des démocrates? Ouais, bah, tu l'as bien dit, hein, c'est une stratégie de terreur politique. C'est-à-dire qu'il essaye d'intimider les démocrates et tous les dissidents, hein, essayer de les faire taire par la peur. Ensuite, bah, il essaye de souder sa base autour d'un discours extrémiste qu'on connaît bien, hein. C'est-à-dire il flatte l'aile la plus revancharde des MAGA. Qui rêve de voir parce que le mot qu'il a entendu, qu'il a dit, c'est pendre les traîtres. Hein, c'est ça. Eux, ils rêvent de voir ça. C'est tout à fait dans leur ADN. Puis surtout, ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est que cette affaire de guerre avec le Venezuela, vraiment, ça prépare le terrain à des mesures autoritaires aux États-Unis. Je veux dire, si on commence à dire que si on prend l'habitude, si l'opinion a l'habitude d'entendre que tel élu est un traître et qu'on pourrait justifier des mesures d'exception contre eux, des arrestations, des destitutions, mais vraiment, où est la limite là? Il y a plus de limite hein, quand on dit ça. Et puis surtout, ben ça lui permet de détourner l'attention comme d'habitude, et ça lui permet de détourner l'attention alors sur les Epstein Files,
mais aussi sur la catastrophe qu'est son mandat jusque-là. C'est-à-dire il y a pas de résultat. Et puis surtout, tout ça est emballé dans cette lutte contre le narcotrafic. Voilà, il y aurait des gens qui viendraient aux États-Unis vendre leur drogue illégale. Alors déjà, on sait que bon, le fentanyl, par exemple, ça vient pas du tout du Venezuela ou de la Colombie, ça vient plutôt du Mexique. Puis surtout, bah, la drogue, le problème des addictions à la drogue, c'est un problème de santé publique. Et là, on voit que tous les fonds, et c'était dans le Big Beautiful Bill, que tous les fonds pour essayer, voilà, de donner plus de services dans des cliniques sur les addictions ou pour des organisations non-profit. Bon, ben, ces fonds-là, ils sont plus là et il y a un énorme problème de santé mentale, de santé par rapport aux addictions, aux États-Unis qui est pas résolu. Donc vraiment, bien évidemment, ça crée beaucoup plus de problèmes, que ça n'en solutionne, et ce que l'on voit là encore, c'est la même stratégie. C'est vraiment une stratégie, tu l'as bien dit, hein, une stratégie fascisante. C'est vraiment la terreur politique et la terreur politique à tous les niveaux. Justement, puisqu'on parle de terreur politique, on va finir avec, sur un petit sujet à propos de l'immigration, parce qu'on a vu une info à la fois terrifiante et insolite, hein, complètement on marche sur la tête. C'est une info qui nous vient du 20 novembre, jeudi 20 novembre, et où on apprend que la police de l'immigration, donc ICE, la fameuse ICE, recrute des particuliers sur LinkedIn pour traquer les migrants contre 300 € par tête de migrant, on suppose. Tout à l'heure, tu parlais de Far West. Je sais plus si c'était toi ou Tristan qui parlait de Far West. C'est le Far West là, Ah bah clairement, un peu. oui. Ça veut dire que l'agence donc de l'État sous-traiterait effectivement à des particuliers éventuellement la piste en fait, hein, parce qu'il parle de pister des migrants. Donc ça veut dire qu'on ne sait absolument pas jusqu'où ça peut aller. Donc j'ai vérifié justement tout à l'heure, ils ont fait une request for information pour sous-traiter ces activités-là. Donc il y a un cadre légal qui commence à se mettre en place. C'est pas des contrats finaux, mais très clairement, il y a quand même une réelle procédure qui commence. Jusqu'où ça va aller, c'est là ta question. Et effectivement, il y a une grande politique actuellement de recrutement d'agents pour ICE. Il y a un signing bonus qu'ils ont mis en place, donc 50 000 $ pour chaque personne qui s'enrôle, entre guillemets. Donc oui, très clairement, il y a un peu cette volonté de défendre la patrie contre l'immigration, et ils en font toute une campagne. Ce qui peut, avec toute police parallèle et toute milice, parce que ça ressemble quand même aussi à ça, ce qu'on est en train de mettre en place, donc des milices qui seraient auto-organisées. Ouais. Donc au-delà même et c'est exactement ce que disait Tristan sur notre sujet d'avant avec la peur. C'est exactement ce qui est en train de se mettre en place. Et j'en discutais justement avec les gens avec qui je faisais campagne en Arizona. Ils voient aujourd'hui, donc notamment à Prescott Valley, qui est la ville plutôt dans le désert par rapport à Prescott en Arizona, et où il y a une très forte communauté hispanique, où ils sortent beaucoup moins. Et les gens disent qu'ils ont aussi peur d'aller au restaurant, alors qu'ils sont totalement légalement aux États-Unis, qu'ils sont américains, hein, en fait. Et bien, ils ont du mal à se dire on va au resto de par la peur de se faire arrêter. Alors, Ouais. on peut penser que c'est évidemment caricatural, que ça va loin, etc. Mais c'est quand même une réalité expérimentée par certaines personnes. Parce que ça veut dire quoi, traquer des gens? Ça veut dire faire une surveillance devant chez eux. Ça veut dire, du coup, se faire justice par ses propres moyens. Il y a le port d'armes, hein, quand même. Ouais. Donc, où ça va forcément, si on va jusque-là, appeler à des débordements et des règlements de compte sans compte, en fait. Et donc, avec des morts à la clé, éventuellement. Donc, on sait que les États-Unis et les armes à feu, c'est quand même quelque Ouais, c'est chose compliqué, ouais. de très compliqué. Donc, oui, il y a un vrai Far West, là, effectivement, qui se met plus ou moins légalement en place et qui est redoutable et qui fait redouter le pire, je suis d'accord. Et qui peut être... c'est peut-être, Tristan, je te repasse la balle, mais dans ce que tu disais tout à l'heure sur le fait
de trouver aussi un peu des arguments pour un pouvoir autoritaire. Est-ce que là, des dérives ne permettraient pas en fait aussi de justifier quelques interventions Je vais un peu loin dans le raisonnement, mais qu'est-ce qui se passe derrière? C'est bien ça le point d'interrogation aujourd'hui en fait. Comme on parlait les dernières fois de l'intervention justement de l'armée dans les villes, on est quand même un peu là-dessus. On est dans l'utilisation d'outils normalement d'ordre et donc de forces de l'ordre qui sont détournés aujourd'hui quand même politiquement. Ouais, Tristan, comment tu as réagi à cette information concernant ICE et ses recrutements de particuliers? Ouais, c'est fou, et je rejoins ce que dit Claire. Déjà, quand même, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à faire leur fameux quota, d'expulsion, et que ICE, finalement, ça marche pas si bien que ça. C'est-à-dire ils en sont à essayer de recruter des particuliers pour des dénonciations. Enfin, c'est complètement fou. Mais je reviens sur ce que Claire disait, parce que ça, c'est très important. C'est que tout ça, ça participe d'une atmosphère. Et que c'est une atmosphère qui vraiment irrigue tous les pans de la société. Le fait que les gens ont peur, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment souligner. Parce que je rejoins ce que Claire disait sur Prescott en Arizona. Ben, ça arrive aussi ici à New York. Moi, tu vois, pas loin de chez moi, là, j'ai un petit restaurant dans lequel j'aime bien aller. Il se trouve que c'est un restaurant mexicain. Et je vois que depuis plusieurs mois, il y a beaucoup moins de monde. Et je parlais à la personne qui le tient, et elle me disait très clairement, elle me dit, je crois que les gens ont peur de sortir au restaurant. Ils ont peur de sortir au restaurant parce qu'ils ont peur de se faire arrêter. Il y a des gens qui s'organisent on a vu des organisations qui donnent par exemple des sifflets dans des endroits, dans des quartiers ici à New York où on sait qu'il y a beaucoup d'immigrés, et donc 3 coups de sifflet, ça veut dire attention, il y a ICE qui est dans le quartier. 4 coups, ça veut dire qu'il y a eu des arrestations, etc. Il y a des gens qui s'organisent, mais on est vraiment dans un climat de peur. Et tu vois, on est dans un climat de peur qui irrigue vraiment tout, partout dans la société. Moi, par exemple, tu vois, pour la première fois depuis des années, on m'a demandé à moi, mais quel était mon statut d'immigration? On m'a demandé, j'ai des amis, des collègues, mais tu vois, ils le font pas parce qu'ils essayent de m'expulser, c'est pas du tout ça. Ils le font parce que ils s'inquiètent, mais du coup, tout le monde s'inquiète. Tout le monde s'inquiète, et même quand tu devrais pas t'inquiéter. C'est-à-dire, il y a vraiment un climat non seulement de peur, qui est mêlé à vraiment de l'inquiétude, qui est vraiment honnête, j'ai envie de dire, mais qui crée beaucoup de stress. Et donc, ça impacte beaucoup ça impacte beaucoup de business, ça impacte beaucoup de gens. Il y a des gens qui restent chez eux, qui ont peur de sortir de chez eux, mais même ici, dans des grandes villes comme à New York, où tu es censé être protégé, c'est censé être une ville refuge. Les gens ont peur, et en même temps, moi, ce qui me fait vraiment plaisir, ce qui me donne grand espoir, c'est que je te parlais par exemple de ces organisations qui donnent des sifflets. Ben les gens s'organisent. On a vu des gens quand même à New York et même dans des petites villes qui vraiment vont contre la police. On a vu cette femme qui sortait de son travail. Elle était habillée en tailleur, et elle faisait un doigt d'honneur à la police de ICE à Chinatown. Bon, les gens quand même voient que tout ça, c'est pas très normal, et ils s'organisent pour contrer voilà cette police qui est complètement folle. Mais ce que je veux te dire, c'est que peut-être qu'on a du mal à le voir ça de vue de France. C'est que vraiment, il y a un climat de peur et il y a un climat de stress qui irrigue tous les pans de la société. Ok, merci Tristan, merci Claire, de nous avoir un peu éclairé sur ces différentes actualités. Vous l'aurez compris, hein, du côté de chez Sam, c'est fini pour cette édition. Et n'oubliez pas de nous soutenir, hein. Le média doit avoir sa fréquence sur la TNT francilienne. Alors, vous connaissez la formule, hein, faites signer la pétition sur tntdesindés.fr pour une TNT libre, ouverte et démocratique, et qui permette de traiter de la question de la politique américaine sous tous ses angles et tous ses couverts. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, hein, évidemment, le Média TV et le Média 24/7, pour ne rien rater de nos programmes et ne jamais rater du côté de chez Sam et notre duo fantastique de Claire Rabès et Tristan Cabello. Je vous dis à très vite. À très vite. Merci Tristan. Ouais, à très vite. Merci à toi. Et je vous dis à très vite également sur les antennes du Média.